Bonjour et bienvenue dans Objectif Cash Flow. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, grand jour. Je cours mon trail de 18 km, mais on va en reparler. Avant ça, donc nous sommes dans le deuxième épisode de ce podcast. Et aujourd'hui, au programme, je vais vous parler de mes débuts dans l'immobilier et notamment de mon premier investissement, enfin mon double investissement en l'occurrence, alors que j'étais encore seulement étudiant en kiné. Avant ça, quelques mots d'introduction pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Loïc, je suis kiné et investisseur immobilier. Je documente dans ce podcast mon parcours dans l'investissement immobilier, mes opérations, mes réussites, mes chiffres, mais aussi bien sûr mes difficultés et mes échecs. Tout cela avec un maximum d'authenticité et de transparence pour que vous puissiez vous aussi profiter de mes expériences et mes apprentissages. Bien sûr, ce podcast ne produit pas de conseils d'investissement, il relate simplement mon parcours. Pardon pour les petits sons de tout aujourd'hui, je suis un tout petit peu grippé. Donc je bois un coup et on attaque. Oui, parce que je ne vous ai pas précisé, mais il est 6h30 du matin. Donc forcément, j'ai encore la voix un peu endormie. Mais pas le choix, c'est soit ça, soit vous n'aviez pas l'épisode cette semaine. Donc avant de commencer le vif du sujet, je t'invite à t'abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, mettre un like ou un commentaire si c'est sur YouTube, un avis 5 étoiles si c'est sur une plateforme d'écoute. Ça me permet vraiment d'avancer et d'avoir envie de continuer. Au sommaire aujourd'hui, donc, on revient sur les actualités de la semaine, comme d'habitude. Le projet qui m'a amené donc de 0 à 600 000 euros de dette, la bonne dette, je précise. Et le deuxième projet de rénovation, c'est la rénovation d'un immeuble. Mais j'en dis pas plus pour l'instant. Allez, c'est parti. Donc, actu de la semaine. Actu de la semaine, le sport. Au sport, j'ai fait 3 séances uniquement. Donc là, c'est un peu particulier. Pour ceux qui ont suivi mes objectifs, normalement, je dois en faire 4. Mais étant donné qu'il y avait une échéance ce week-end, j'ai fait ce qu'on appelle un déload. Donc, le déload, le principe, c'est de réduire le volume d'entraînement ou l'intensité ou les deux pour pouvoir performer entre guillemets plus le jour J, donc en l'occurrence aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais le trail des tranchées, pour ceux qui connaissent, c'est un trail assez connu dans le Grand Est. Moi, je fais le 18 km et l'objectif c'est de faire en 1,40. Donc là, j'ai un peu calculé mes allures ce matin. Il faudrait en moyenne que je fasse du 5 minutes 45 au kilomètre. Donc on a un peu de chance là au niveau de la météo, ça semble plutôt comment dire, assez sec, même s'il y a eu une grosse drache la nuit dernière, donc on verra un petit peu les sols, mais a priori, les conditions sont quand même plutôt pas mal pour essayer d'aller chercher ce temps, donc c'est plutôt cool. Sachant que la dernière sortie que j'avais fait, qui était proche du trail, il me semble que j'avais mis 1h41 pour 17 km full trail. J'avais fait de la démolition, enfin, on y reviendra sur le deuxième projet. Donc, du coup, j'avais accumulé pas mal de fatigue. Donc là, je me dis que vraiment, en ayant optimisé un peu plus ma fatigue, ça devrait passer. On verra la réponse pour ceux qui veulent sur Instagram dans quelques heures. Voilà, ça c'était pour l'actualité plutôt sport. Ensuite, actualité immobilière. J'ai réalisé une visite d'un immeuble donc, de 14 appartements et 12 garages. Bon, on va pas se mentir, hein, déjà l'immeuble n'était pas très sexy, j'avais pas trop le feeling. Bon, ça c'est pas grave, parce que quand on investit, on n'achète pas avec le cœur, on achète avec les chiffres. Mais c'était ça le gros souci, donc c'est que les chiffres ça allait pas du tout non plus. Donc simplement pour donner une idée, donc dans la ville là que je ciblais, c'est à peu près, on va dire si on vend bien, 2500 euros du mètre carré. Là je crois que l'immeuble il était même un peu plus cher que ça, sachant qu'il fallait rénover en partie les appartements. Donc c'était pas des grosses rénovations, c'était plutôt du rafraîchissement, mais quand même. Donc parmi les travaux à faire dans les appartements, il y avait les sols, changer tous les sols et mettre du Cortec. Donc voilà, ça va pas chercher très cher, mais quand même quelques milliers d'euros en tout. Il y avait la rénovation énergétique, donc il fallait faire une isolation par l'extérieur, refaire toute la façade. Ça, par contre, c'était un gros budget. La toiture était nickel, donc ça, c'était bon signe.
Et par contre, sur les 14 appartements, là, il y en avait 3 de libres, il me semble. J'en ai vu deux. Oui, l'agent immobilier nous en a montré deux, parce que c'était vraiment une première visite. Le bien n'était même pas encore en vente, hein, c'est vraiment bien offshore. Et par contre, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait refaire aussi les legs. Donc les legs, pour information, quand on refait un tableau d'électricité, en général, c'est à peu près 2000-2500 euros le tableau électrique, plus main-d'œuvre, plus matos, etc. Donc voilà, ça, on a vite fait d'avoir un beau billet quand même. Donc là, il faut le multiplier par potentiellement 14 appartements, même si apparemment il y a des appartements qui ont été un peu plus refaits. Mais du coup, comme ça aurait été éventuellement envisagé donc sur une seconde visite de bien voir les 14 appartements. Mais là, j'ai pas été plus loin pour la simple et bonne raison que donc l'immeuble était en vente à, de mémoire, 830 000 euros, en tout cas plus de 800 000 euros sûr. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc tous les loyers, ça représentait à peu près 58 000 euros à l'année, je crois. Donc là, un petit cours sur le calcul de renta, si tu veux calculer ta rentabilité, donc tu divises ta quantité de loyer global à l'année par ton prix d'achat plus travaux. Donc là, j'ai même pas fait le prix travaux, là j'ai juste divisé par le prix d'achat et j'avais déjà une rentabilité catastrophique de mémoire à 6 ou 7% maximum. Sachant que derrière, il fallait enlever la taxe foncière de 12 000 euros. Donc avec la taxe foncière, c'était même pas la peine, on était en dessous de 5%. Donc autant dire qu'avec le financement bancaire, etc., c'était un bien pas du tout rentable. L'agent immobilier m'a dit de toute façon que le vendeur avait augmenté de 200 000 euros le prix de vente par rapport à son estimation. Et même son estimation, moi je la trouvais encore un petit peu haute. Donc je lui ai quand même dit que je n'étais pas fermé pour plus tard comment dire, sur l'immeuble, mais que par contre, il fallait que le prix descende drastiquement. Mais je m'en fais pas parce qu'en fait, j'en reparlerai plus tard, mais des fois, en fait, il faut quand même aller voir les biens très très tôt parce qu'ils peuvent rester super longtemps sur le marché. Et en fait, c'est des fois bien après quand les vendeurs acceptent en fait de baisser ou qui perdent un peu la confiance sur le fait de vendre leurs biens. Et ben en fait, c'est le moment là où des fois il faut aller revisiter, faire des offres un peu agressives, etc. Donc voilà, ça c'était pour la partie actu. Et enfin, je vais quand même vous teaser un petit truc. Donc on a signé un compromis sur une troisième opération, on va dire. Je vous en dis pas plus aujourd'hui, ça fera l'objet d'un épisode complet, je pense. Donc le but, voilà, c'est que je vous documente ça assez vite. Là, pour l'instant, on a quand même encore besoin d'informations, etc. sur pas mal de choses pour que je sois assez complet dans l'explication. C'est un projet assez complexe. Donc voilà, restez connectés, abonnez-vous si vous voulez la suite. Ensuite, donc on reprend sur mes débuts dans l'immobilier. Comme je vous l'ai dit, donc de base, moi j'étais infirmier. J'ai jamais fait d'immobilier. J'ai rencontré ma compagne, etc. Et j'ai repris les études de kiné. Je vais vous faire un résumé globalement. J'ai fait toute la présentation sur le premier épisode, donc je vous invite à aller l'écouter ceux qui ne l'ont pas entendu pour avoir plus de détails. Mais grosso modo, je me suis intéressé à l'immobilier au milieu de mes années d'études de kiné. Et donc le projet initial, en fait, je l'ai lancé dans ces périodes-là. Donc je ne sais plus exactement en quelle année c'était. De mémoire, c'était en troisième année de kiné, deuxième année de kiné, je ne sais plus exactement. Et donc en fait, pour décrire le projet initial, c'était de créer mon cabinet de kinésithérapie au rez-de-chaussée et d'avoir un logement, donc en l'occurrence notre résidence principale avec ma femme, au-dessus. Alors spoiler alerte, ça ne s'est pas passé du tout comme ça, pas prévu. Donc forcément, on fait des visites. Ah, les visites, catastrophe. Vraiment, on ne trouvait pas du tout ce qu'on voulait. Je pense que en fait, le bien qu'on recherchait, il n'existait pas sur le secteur. Donc on avait une ville en particulier. Je ne peux pas la dire dans ce podcast. En fait, j'arrive déjà pas du tout à suivre les demandes de prise en charge kiné dans mon secteur. Donc si en plus je commence à mettre des demandes qui viennent des réseaux sociaux dans toute la France, vous vous doutez bien que ça va pas marcher du tout. Donc voilà, je préfère garder la ville secrète pour ces raisons, hein. C'est pas que ce soit un ultime secret, c'est simplement que voilà, on n'arrive déjà pas à gérer avec mes collègues la forte demande dans notre secteur. Donc voilà, je garderai la ville secrète. Après, je pense qu'il y aura toujours des petits malins qui arriveront à trouver où c'est.
Donc gardez-le pour vous, s'il vous plaît. Donc, les visites, comme je vous disais, catastrophe. En parallèle, je me formais. Alors, j'ai pas pris le chemin le plus simple de la formation. C'est-à-dire que, grosso modo, ça consistait à consommer les contenus gratuits sur YouTube. Il y a pas mal de contenus. D'ailleurs, il y en a de plus en plus. Là, il y a même je sais pas comment on peut appeler ça, youtubeurs, influenceurs immobiliers que je connaissais pas. Il y en a qui font du bon contenu, d'autres un peu moins, un peu bling bling, mais enfin voilà, dans tous les cas, il y a énormément de choses à prendre. Et moi, je vous conseille également, j'ai lu un livre de Daniel Vu, ça s'appelle, alors je l'ai mis dans un onglet exprès sur mon ordinateur, Comment investir en immobilier locatif, livre-formation. Et, ah bah d'ailleurs, il a fait une mise à jour en 2025, donc ça c'est super, parce que j'allais dire que le seul truc qui n'était pas à jour sur sa formation, c'était le côté des changements fiscaux, LMNP, etc., pour ceux qui ont suivi un petit peu les lois anti-finance, etc. Mais a priori, je pense qu'il a dû refaire une mise à jour, du coup, bah, il faudra que je le commande d'ailleurs. Et franchement, c'est un livre, il y a le béaba, quoi. C'est, pour un premier pas, en tout cas, comprendre les principes, etc., c'est vraiment bien. Après, alors, il n'y a pas toutes les stratégies immobilières, il n'y a pas tout ça, mais vraiment, c'est un superbe état des lieux pour ceux qui sont vraiment hyper novices et qui voudraient bah, voilà, un peu lire ou pas forcément acheter une formation en ligne, etc. C'est un très très bon départ. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais parler un petit peu aussi des visites, puisque donc au moment là, on en faisait pas mal. Euh, En fait, c'est là où je me suis rendu compte, alors même si dans le livre, il expliquait un petit peu les visites, comment faire, etc. Franchement, les visites, il y a qu'une stratégie pour moi pour devenir bon en visite. Il faut en bouffer. Il faut en bouffer, en bouffer, en bouffer. Il y a plein de trucs qu'on pense absolument pas à regarder, il y a plein de trucs qu'on pense absolument pas à demander. Et en fait, à chaque visite, faut vraiment essayer de se préparer sa trame, etc. Mais c'est hyper technique en fait, parce que chaque bien a des éléments de vigilance qui sont vraiment différents. Et c'est pourquoi je pense que dans un premier temps, quand on veut faire de l'immobilier, il faut essayer de cibler un type de bien et de vraiment avoir comment dire, le, la fiche de visite un peu type et vraiment voilà, se roder, se roder, se roder. Et après, je pense que plus la quantité de travaux augmente, et plus pareil, c'est un peu technique. Et pour se positionner, il faut appeler les artisans avant. Moi, c'est vraiment ce que je conseille, c'est-à-dire que sur les grosses rénovations, déjà, ne pas se positionner avant d'avoir un minimum de devis pour avoir une idée de l'enveloppe travaux. En fait, c'est quand même quelque chose qui est assez technique à évaluer, surtout si c'est les premiers achats. Donc tout ça pour dire que les visites, bah, ça n'a pas marché du tout. Et du coup, on s'est posé et on s'est dit, bah, il faut qu'on trouve une autre solution. Donc quelle autre solution on a? Bah, c'est pas compliqué, hein. Si le bien n'existe pas, il faut le créer. Donc changement de plan, on part donc du coup sur une construction. Et là, ça part en couille, hein. On va pas se mentir. Donc, je vous ai résumé en étapes que ce soit un peu plus simple à suivre. Mais en gros, étape 1, il faut trouver un terrain. Manque de bol, sur la commune qu'on cherchait, pratiquement pas de terrain à construire. Donc c'est tout. Ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est d'aller voir votre service urbanisme. Dans toutes les villes, il y a un service urbanisme. Et pour le coup, c'est un acteur vraiment de choix pour ce genre de projet. Donc voilà, donc on va voir l'urbanisme. Donc ils nous disent quand même qu'il va y avoir des terrains à vendre. Donc là, un petit peu de chance. Quelques mois après, donc la mairie met en vente des terrains. Donc nous, on va regarder un petit peu. Et effectivement, l'avantage de ces terrains, c'est qu'il y avait un parking en face. Donc pour l'activité kiné, c'était vraiment idéal. Et voilà, possibilité d'acheter plusieurs parcelles pour réaliser en même temps notre résidence principale. Donc qui, à la base, comme je vous l'ai dit, hein, donc on voulait faire rez-de-chaussée, cabinet, kiné et au-dessus résidence principale. En fait, ça s'est pas passé comme ça du tout, mais j'y reviens juste après. Donc acheter le terrain. En fait, on a eu deux choix parce que juste après, donc qu'on ait eu l'information pour
les terrains de la mairie, il y avait également un promoteur privé qui vendait des terrains. Bon, là pour le coup, c'était vraiment moins adapté à notre projet. Les terrains étaient déjà plus grands et puis, enfin, comment dire, c'est vraiment dans un lotissement hyper niché. Donc pour une activité un peu professionnelle, c'était pas idéal. On n'est pas parti là-dessus. Donc on est parti plutôt sur les terrains de la mairie, même s'ils étaient un petit peu plus chers à l'époque. Donc voilà. Ensuite, étape 3. Parce que alors je répète, hein, étape 1, trouver un terrain. Étape 2, acheter le terrain. Étape 3, vraiment acheter le terrain. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que bien entendu, c'est la mairie qui a vendu les terrains. Ils n'ont pas fait les papiers nécessaires. Donc en fait, on s'est positionné sur les terrains. Et bah, il a fallu attendre 1 an pour vraiment acheter le terrain. Parce que il a fallu qu'ils fassent des papiers. Alors, je sais même plus c'était quoi les certificats à l'époque. Mais enfin, c'était vraiment un bordel, excusez-moi l'expression, mais voilà. Donc ça va que nous, on n'était pas hyper pressés, que de toute façon, on comptait faire traîner un petit peu la chose pour, en gros, que le projet se réalise pour la fin de mes études. Donc vu qu'on avait un peu d'avance au début, d'un côté, ça nous arrangeait un peu, et puis à la fin, en fait, ça limite, ça nous a mis en retard tellement que ça a pris de temps quand même, quoi. Bon, c'est tout. À la fin, ça finit bien. Alors, étape 4, donc on fait faire des plans. Architecte ou maître d'œuvre, là pas le choix, parce qu'il y a un permis de construire à passer. En l'occurrence, plusieurs rendez-vous avec le maître d'œuvre, et en fait, on se rend compte que on va pas faire notre projet initial. En fait, on achète 2 parcelles, et en fait, on fait d'un côté un cabinet, et de l'autre côté notre résidence principale. Donc avec 2 terrains vraiment distincts. Parce que tout simplement, déjà, c'était le plus simple pour nous, et vraiment, en fait, au vu de la complexité du projet de base, c'était vraiment plus intéressant, même en termes de revente, etc. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais voilà, donc on change un peu de projet, et puis bien entendu, qui dit changement de projet, indique qu'il y a toujours, toujours des problèmes, et heureusement des solutions. Premier problème, donc, le PLU. Le PLU, en gros, c'est le règlement du lotissement. Ça, c'est élaboré par le service, je ne sais pas si c'est l'urbanisme, en tout cas le service, la collectivité, quoi. La mairie, je ne sais pas exactement quel service, mais en tout cas la collectivité. Et bien entendu, vu que ça devait être un lotissement résidentiel, vous n'avez pas le droit en fait de créer un cabinet professionnel. Pour créer un cabinet professionnel, donc, il a fallu modifier le PLU. Donc heureusement, par chance, on a pu le faire comment dire, en demandant une modification du règlement du lotissement. Et en fait, à l'époque, on était les seuls. Donc en fait, vu que pour changer un règlement du lotissement, il faut demander à tous les acquéreurs de valider ce changement, et en fait, ça s'est bien passé parce qu'il n'y avait que nous. Donc on s'est auto, auto-validé le changement, donc ça a été. Ça, c'est la partie vraiment administrative. Alors faire les plans avec l'architecte, donc plusieurs rendez-vous. Au début, ça se passe super bien. Franchement, il fait des plans, des trucs qui nous conviennent pas mal. Après, nous, on avait quand même pas mal d'idées aussi qu'on lui a données, donc ça se fait pas trop mal. Le permis de construire, etc. Et là, les embrouilles commencent. Donc, le maître d'œuvre, à mon avis, qui avait pris du retard, n'osait pas nous le dire. Injoignable au téléphone. Euh, En parallèle, donc moi, je faisais la demande de financement. Alors, la demande de financement, pour rappel, j'étais étudiant. J'avais besoin de 600 000 euros en tout pour les 2 projets. Donc là, je peux vous dire qu'il fallait un truc béton. Donc j'ai fait des prévisionnels, prévisionnels comptables, et donc pour la SCI, qui donc la société qu'on avait créée pour créer le cabinet, construire le cabinet, des prévisionnels pour la compta kiné, parce que à l'heure actuelle, j'avais pas de revenus, donc la banque pouvait se baser uniquement sur des prévisionnels de compta. Donc à l'époque, ma femme était infirmière libérale. J'étais dans une autre ville en plus, parce que moi je fais mes études à Reims, donc on était à Reims. Alors heureusement, elle était déjà en disponibilité, et donc du coup, c'était quand même un argument en faveur du projet, parce qu'elle avait quoi qu'il arrive un poste. Donc voilà, il a fallu se battre un peu, on a fait plusieurs banques. Il y a une banque qui a tout de suite accepté, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer, donc je ne vais pas le faire par principe. Il y a une banque qui a tout de suite accepté, mais qui demandait beaucoup d'apports. Franchement, c'était le triple ou le quadruple de ce qu'on a mis au final.
Et donc une autre banque initiale qui a fini par nous suivre, mais franchement il a fallu faire un peu le forcing et notamment leur mettre en face que bah, en fait on avait d'autres propositions et que moi en fait je j'allais pas juste me faire financer, que je mettrais tous mes comptes pro aussi là-bas. Enfin voilà, il y a eu un peu bras de fer on va dire, mais à la fin on arrive quand même à avoir notre financement à des taux vraiment bien en plus d'ailleurs, parce que c'était juste avant donc, l'explosion des taux. Là je sais pas exactement on est à combien, mais je crois qu'on est à 1,2%. Ça c'est des taux, en ce moment tous les investisseurs rêveraient d'en avoir des comme ça, et nous ouais, on était vraiment au bon moment. Et bah, maintenant, c'est plus le cas, mais c'est pas grave, hein. C'est pas parce que les taux sont très élevés, ça on pourra en reparler, mais euh, c'est pas quelque chose qui doit vous freiner à investir. Ensuite, étape 6, les travaux et le suivi. Donc, nous, on a fait le choix de suivre nos travaux nous-mêmes. Pourquoi? Bah, parce que déjà, les maîtres d'œuvre, je m'excuse s'il y en a qui écoutent, mais c'est abusé vos prix. 30% du projet en général. Et si c'était que ça, bah, je vous dis, je pense qu'il y en a qui le prendraient encore. Mais le souci, c'est qu'en plus, ils forcent à prendre leur artisan. Leur artisan, quand ils savent que c'est un suivi de chantier, ils vous saignent sur les devis. Donc en fait, à la fin, limite, le projet, il prend 50% facilement dans les dents à cause de ça. Donc moi, donc voilà, c'était hors de question en fait. Parce qu'après, bah, le but, c'était pas de faire un projet à 700 000. Donc même si c'est un projet long terme, puisque bah, le but, moi quand même, c'est de faire ma carrière dans le cabinet, et puis la résidence principale, c'est de la garder quand même un moment. C'était hors de question, moi je ne voulais pas à la revente perdre d'argent dans l'idée. L'idéal, ce serait de faire une plus-value, etc. Bon, nous, c'est vrai que c'était un projet un peu complexe, donc je ne sais pas exactement là, il faudrait que je refasse estimer, etc. Mais je pense que sur la résidence principale, on est à l'équivalent, c'est-à-dire qu'on la revend le prix qu'elle nous a coûté. Et le cabinet, par contre, là, je ne sais pas trop, peut-être qu'il y a une création de valeur via notamment l'image de marque, etc., que j'ai réussi à faire. Donc là, bah, éventuellement, ça pourrait être intéressant. Après, je ne suis pas du tout dans l'optique, donc je ne saurais pas vous dire si j'ai des plus-values latentes dessus ou pas. Donc voilà, donc pour l'étape 6, donc les travaux, alors là, il me faudrait un épisode complet pour vous expliquer tout le suivi de travaux. C'était long, il y a toujours des erreurs, il faut être derrière les artisans. Donc nous, on n'était pas sur place, heureusement. Donc j'ai ma belle famille, moi, qui est sur place, qui nous a beaucoup aidé. Et donc du coup, ben voilà, moi sur les périodes d'examen, c'était un peu tendu. Donc c'est ma femme qui a géré les suivis de travaux, qui a appelé les artisans. Sur des projets comme ça, le conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment ça, nous, qui a changé le fait que ça s'est bien déroulé, c'est qu'on a fait une réunion de chantier. Enfin, ma femme a fait une réunion de chantier d'ailleurs, j'y étais même pas, parce que je crois que j'étais en période d'examen au moment-là. Et donc, du coup, on a vraiment calé tous les artisans, notamment, parce qu'en fait, pour faire un petit. Comment dire? Pour expliquer en grosso modo comment se passe une construction, donc il y a le maçon qui commence, fondation, ensuite il monte les murs, ensuite il y a le charpentier qui arrive, il monte la toiture, ensuite il y a le menuisier qui vient poser les fenêtres, les menuiseries extérieures, fenêtres, portes, etc. Et donc une fois qu'on arrive là, on dit que la maison elle est hors d'eau, hors d'air. Et à ce moment-là, donc après c'est là où ça se complexifie un peu, je trouve, parce que après les autres artisans vont se croiser. C'est-à-dire que il y a le plaquiste qui va railler. Il y a le plombier qui va devoir passer ses tuyaux et suivant son mode de chauffage, soit avant, soit après, enfin voilà, ils doivent se coordonner. Il y a l'électricien qui doit passer ses gaines en même temps, toutes les gaines, etc. Ensuite, il y a le plaquiste qui doit revenir plaquer une fois que tous les conduits sont passés. Voilà. Ah oui, et puis alors avant, je ne l'ai pas dit, mais donc par rapport au plombier, il y a le maçon qui passe les évacs d'eau. Toi, je vous le dis parce que les évacuations, nous, on a eu un souci. Hein, le plombier s'est planté. Il en a oublié une, je crois. Et puis après, il l'a mis du mauvais côté d'un mur, il me semble. Donc il a fallu carotter le mur. Enfin, voilà. Il y a toujours des solutions. C'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit. Mais que, en fait, il faut hyper suivre. Parce que bah, là, sinon, en fait, juste, il nous manquait une évacuation d'eau. Et nous, on n'a pas de vide sanitaire. Donc les évacuations d'eau, elles sont définitives, quoi. Donc il fallait pas se merder là-dessus. Donc voilà, et donc je disais, donc à l'intérieur, ouais, il y a ça. Donc en gros, c'est plaquistes, élec, plombiers qui doivent vraiment bien bosser ensemble pour bien mettre en place toutes les gaines, tous les arrivées d'eau, le chauffage, etc., la VMC. Et après, sur une seconde partie, donc là, c'est quand la maison elle est quand même bien avancée, il y a
le carreleur, ou en tout cas le poseur de sol, on va dire, qui doit s'accorder notamment avec le plombier pour les salles de bain, les choses comme ça, et le peintre. Alors, moi, le conseil que je vous donne, si vous voulez aller vite et que vous voulez faire quelque chose de très neutre, vous faites passer le peintre avant le carreleur, comme ça il n'a pas besoin de bâcher le sol, rien. Un coup de pistolet de blanc partout, et après, voilà, vous envoyez le carreleur. Ça, c'est vraiment un tips pour économiser beaucoup d'argent au niveau de la peinture. Si c'est un bon peintre, vous verrez que le rendu il est nickel sur les murs. Parce qu'il y en a plein qui disent qu'au pistolet ça marche moins bien, etc. Si c'est un bon peintre qui maîtrise bien le pistolet, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est nickel. Et après, comme ça, on peut poser les sols. Et enfin, les menuiseries intérieures. À condition que vous mettiez des menuiseries fin de chantier. Nous, c'est ce qu'on a mis parce que c'est le plus propre. Après, c'est un peu plus cher. Donc, c'est vrai que sur de la rénovation, des fois, on peut vouloir tirer un petit peu les prix. Après, franchement, une porte à l'intérieur, c'est 200 € à peu près en fin de chantier. C'est pas ça qui fait trouver souvent les budgets, moi, je trouve. Donc, je trouve que ça fait vraiment plus propre si on fait de la rénovation, au moins en tout cas des biens propres, voire haut de gamme. C'est sûr qu'il ne faut pas se poser la question là-dessus. Et donc, à la fin, les menuiseries intérieures. Je suis en train de réfléchir si j'ai oublié des étapes ou des artisans. Je crois pas, globalement, ça c'est le gros du chantier. Après, bien entendu, il y a aussi les finitions, que ce soit, je sais pas quoi, s'il y a des papiers peints, s'il y a de la peinture, mais avec des couleurs un peu différentes, etc. Ça se fait après. Et la cuisine, notamment, monter la cuisine avec le cuisiniste, etc. Ça, souvent, c'est après, mais ça, on va dire que c'est pas les gros du travaux, puis c'est des travaux souvent qui font pas trop peur aux gens, le home staging, donc je vais pas m'attarder trop dessus. Voilà, globalement, comme ça, vous avez un aperçu un peu donc, de l'étape 6 qui était les travaux et le suivi. Et donc le suivi, surtout pas à sous-estimer, c'est très chronophage, euh, très, comment dire, ça demande beaucoup d'attention et encore une fois, ça demande de la formation. Mais franchement, on est dans un monde où c'est incroyable maintenant. Et encore, moi à l'époque, on n'utilisait pas l'intelligence artificielle, par exemple, ChatGPT, etc. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'en général, on achetait toujours un livre là-dessus. Donc on a pris le premier livre qui passait sur Amazon sur, en gros, comment construire sa maison, je crois. Et ça explique très bien les étapes, etc. Alors après, bien sûr, sur la technicité vraiment des matériaux, etc., c'est là où il faut bien choisir ses artisans. Mais, euh, mais en gros, à partir du moment où on a un minimum l'ordre, etc. Le maître d'œuvre, nous on avait pris les plans et quantitatifs, donc en fait tout ce qui est quantité et tout, on n'a pas eu à gérer. Et en fait, pour une première opération, ça se fait. Même si je pense qu'on peut commencer de façon un peu plus simple. Moi, vraiment, ça se fait avec un peu d'investissement et de temps, ça se fait quand même pas trop mal. Ensuite, étape 7, j'ai mis l'administratif, parce que on est en France, donc forcément l'administratif est lourd. Alors, j'ai mis quelques points de vigilance. L'assurance, donc en fait, il faut assurer, et je ne saurais même plus vous dire exactement quelle assurance c'est, mais je sais que quand la maison est hors d'eau, hors d'air, il faut une assurance au moment-là. Quand, en gros, le chantier est fini, enfin qu'elle est habitable, il faut faire une déclaration de fin de chantier. Enfin voilà, il y a plein de choses à penser comme ça. C'est quand même quelque chose. Enfin, faut vraiment. Alors ça, il faut leur demander pareil, à la mairie. En fait, il y a toujours des interlocuteurs pour vous guider. Il y a le notaire notamment aussi qui est de très bons conseils par rapport à ça. Et il faut noter, se mettre des rappels, etc. Parce qu'en fait, vu que les projets sont hyper longs, on oublie les informations. Donc en fait, il ne faut pas se laisser le choix, faut vraiment planifier, noter, se mettre des rappels. C'est vraiment la chose à faire. Ensuite, je voulais parler du montage fiscal. Donc le montage fiscal, donc je vous l'ai dit, deux constructions. Donc une construction personnelle, donc en nom propre, ça c'est la résidence principale, donc rien de particulier. Et une construction en SCI à l'IS, donc c'est une société civile immobilière. Et donc à l'IS, alors est-ce que je rentre vraiment dans les détails parce que ça va être très très long. Pourquoi j'ai choisi ça? En fait, donc on a consulté un expert comptable.
Et on fait ça pas par choix finalement, mais juste par intérêt, parce que en fait, le module à l'IS permet que sur une construction, donc ça, IS ça veut dire impôt sur la société, et l'autre option sur une société, c'est IR, impôt sur les revenus. L'intérêt donc de l'impôt sur les sociétés, c'est qu'on a une possibilité d'amortir les travaux. Donc en gros, amortir les travaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans euh, son plan comptable, c'est-à-dire que sur les revenus de la SCI, on déduit tous les prix des travaux. Donc ça veut dire que si je touche, c'est amortissable sur X années, donc là en l'occurrence, nous, je crois qu'on a tout mis sur 20 ans. Et si on, comment dire, par exemple là le projet, donc il vaut, je crois que c'est 240 000 sur 20 ans, donc ça fait 10 et quelques mille euros d'amortissement chaque année. Et en fait, si la SCI fait par exemple 3 000 euros de bénéfices à l'année et qu'on amortit 10 000, en fait, les 7 000 euros qu'on n'a pas amortis, du coup, donc qui sont négatifs, donc officiellement on est à moins 7 000 d'un point de vue comptable, et ben en fait, ils repassent l'année d'après. Donc en fait, ça permet de ne pas avoir d'impôt sur la société immobilière pendant très longtemps, et bah, c'est grâce à cet amortissement. Donc voilà, ça c'est des options. Alors pour les novices, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est normal. Mais en gros, grosso modo, on n'a pas vraiment choisi comment dire, cette fiscalité, c'est offert à nous juste parce que c'est le plus optimisé pour nous. Voilà. Je bois un coup et on parle de la dernière étape. Ok, top 8, j'ai mis les problèmes et retards. Pourquoi je voulais parler de ça? Bah, parce que les retards, alors les problèmes, bon, si, problèmes et retards, ce sont les deux. Les deux, c'est partie omniprésente de l'artisanat en règle générale et de l'investisseur immobilier par définition, du coup, vu qu'on travaille avec des artisans. Et là, je voulais vraiment faire une aparté là-dessus, en fait. Il y a deux façons de réagir à ça. Quoi qu'il arrive, des problèmes et des retards, il y en aura. C'est très rare qu'un chantier se passe exactement comme prévu. Et pour devenir investisseur immobilier, bah, je pense qu'il faut vraiment être prêt à cette éventualité. Il faut vraiment préparer comment dire, son état d'esprit par rapport à ça, son mindset. Et il faut toujours se dire qu'en fait, après chaque problème, il y a une solution. Donc des fois, la solution elle est facile, des fois elle est difficile mais satisfaisante, et des fois elle est pas satisfaisante et facile ou difficile, peu importe. Mais en fait, il faut simplement la trouver. Pour la trouver, eh ben, il faut demander en fait. Le, la plupart des problèmes qu'un artisan détecte, en fait, il a aussi des solutions à vous proposer. Et après, bah, c'est vous, au fait d'arbitrer. Alors des fois, bien sûr, les solutions, bah, elles peuvent être un peu coûteuses, donc ça peut être un peu chiant, mais il faut le raisonner aussi sur le projet global. Donc c'est sûr que sur un projet à 600 000 euros, là pour vous donner un exemple, par exemple, d'un problème qu'on a eu, je suis en train de réfléchir. On n'a pas eu énormément sur double construction, on n'a pas à se plaindre, mais il y en a eu un quand même, c'est au niveau de la clim, par exemple, dans le cabinet kiné. Donc la clim, il y a un tuyau qui doit sortir par l'extérieur pour se relier à la pompe à chaleur qui est dehors. Ce tuyau, moi je voulais qu'il soit le plus haut possible, parce que je veux avoir le plus de hauteur possible au cabinet, parce que donc il y a une salle comment on appelle ça? Une salle d'activité où en fait il y a vraiment beaucoup de matériel, un peu axé musculation, etc. Et il y a des box à côté de soins pour quand on fait des soins plutôt sur table. La salle d'activité, je voulais vraiment qu'il y ait de la hauteur sous plafond pour pouvoir faire des sauts, etc., etc. Il y a eu mes ententes entre climatiseur et un plaquiste, en l'occurrence, je crois, qui donc a dit que c'était bon la hauteur, parce que lui, il part du principe que le plafond, en gros, moi je voulais un plafond classique à 2,40 m, 2,50 m. Et donc en fait, le climatiseur, il a fait un forage dans le mur à 2,60 m, je crois, quelque chose comme ça. Et donc du coup, bah, il fallait mettre le plafond en dessous, forcément. Donc voilà, alors ça c'est typique les problèmes, et en fait bah, c'est parce que les artisans ils ont voulu aller vite, ils m'ont pas consulté, et du coup ils ont foiré. Donc après on avait deux choix, parce que qui dit problème donc dit solution, deux solutions. La première, il fallait recarotter le mur, reboucher la brique, et en gros donc refaire le plafond à la bonne hauteur, etc. Le souci de ça, c'est que carotter un mur deux fois, et puis surtout reboucher un mur, en général ça se passe mal. Déjà, les artisans, ils voulaient pas. J'ai bien vu qu'ils n'étaient pas chauds du tout, parce que c'est du travail en plus, donc je pense que ça les saoulait.
Et en plus de ça, ça a créé ce qu'on appelle un pont thermique. Donc au niveau isolation, c'est catastrophique. Niveau DPE, c'est catastrophique. Donc voilà. La deuxième solution, bah, c'était juste d'accepter en gros que les plafonds seraient un peu plus bas. Donc en l'occurrence, c'était pas non plus énorme, hein. C'était 20 cm de moins, je crois, ou 15 cm de moins, je sais plus exactement par rapport à ce qui était prévu. Et en fait, bah, j'ai choisi cette solution parce que déjà c'est plus simple. Euh, les, les artisans, là, ils commençaient à se battre à qui avait tort, qui avait raison, à montrer les SMS, tout. Enfin voilà, moi je leur ai dit que je voulais les solutions et pas les problèmes, mais en gros ils restaient axés sur le problème, donc c'est tout. Et donc bah voilà, après, en fait c'est le seul truc qui s'est mal passé sur la double construction, donc j'ai un plafond de 10-15 cm de moins de hauteur. Mais voilà, c'est ok, c'est tout. En gros, dans cette opération, bah, moi j'avais mis une ligne de briques en plus pour avoir plus de hauteur sur le cabinet. Donc au final, j'ai juste eu une ligne de briques au niveau du maçon, entre guillemets, dans le cul, parce qu'elle sert vraiment à rien. Mais c'est tout. Sur un double chantier, entre guillemets, il n'y a que ça. Au final, le cabinet, bah, ça se voit pas, hein. Les gens, ils savent pas que le plafond il est 10 cm trop bas par rapport à ce que je voulais. Et il y a quand même un avantage en plus à ça, c'est que bah, au niveau du chauffage, forcément, on chauffe un volume un peu plus faible, donc au final, on économise un petit peu d'argent. Donc voilà, c'est pas catastrophique, mais vous voyez, c'est des petits soucis comme ça. Et si vraiment bah, c'était primordial d'avoir cette hauteur sous plafond, en fait, j'aurais recarotté le mur, on aurait remis une brique, enfin, on aurait quand même trouvé, même si ça a entraîné quelques coûts de plus, en fait, il y a toujours une solution, c'est ça que je voulais vous dire. Et en fait, le mindset qu'il faut avoir vraiment, c'est ça, c'est rester axé sur la solution et pas sur le problème, parce que les artisans souvent ne sont pas des investisseurs immobiliers. Le mindset un peu entrepreneurial et investissement. Et donc du coup, eux, ils vont rester beaucoup posés sur le problème et qui a tort, parce qu'ils ont peur des représailles en fait. Moi, je vous conseille toujours de rester sur la solution, là où les solutions. Et après, de peser le pour, le contre. Et bon, là, en l'occurrence, ça n'a pas engendré de coûts supplémentaires, donc voilà, il ne s'est rien passé. Mais s'il y a des coûts supplémentaires, bah, après, vous avez toujours le levier de négociation, une fois que les travaux sont faits et tout, en disant, bah voilà, est-ce que je peux avoir un geste commercial? Il y a quand même eu une erreur. Le geste commercial, je le demande au de l'eau, vous précisez bien, comme ça, il n'y a pas de qui est responsable, qui n'est pas responsable. Et voilà, et ça se trouve, vous pouvez au final avoir un geste, et puis que en fait, même s'il y a eu des problèmes, qu'à la fin, il n'y ait pas forcément d'impact en plus financier. Donc voilà pour le projet global et toutes les étapes. Donc pour rappel, donc, en fait, on a acheté deux terrains, on a fait un cabinet de 100 mètres carrés et la maison de 150 mètres carrés sur deux parcelles différentes. Donc pour cela, deux prêts distincts, mais pour une dette totale à peu près de 600 000 euros. Et pourquoi je voulais reparler donc de la dette de 600 000 euros? Parce que bah, en fait, souvent, comment dire, quand on parle de dette, les gens, ça a tendance à leur faire peur, etc. En fait, déjà, sur une dette de 600 000 euros, là, il ne faut pas compter la dette du cabinet, parce que la dette du cabinet, en fait, le cabinet, la SCI va toucher un loyer du cabinet qui est, bah, je vais m'arranger pour, étant donné que c'est moi enfin, c'est mon entreprise qui va louer à la SCI, donc en fait, pour que ça soit, comment dire, en fait, qu'il n'y ait pas de perte chaque mois, voire qu'il y ait une toute petite barrière de sécurité au cas où il y a des petits travaux, des choses comme ça. Et donc en fait, à la fin, moi j'ai une dette de 240 000 euros, mais qui est remboursée par la création de valeur, donc qui sont les kinés qui vont travailler dans cette structure. Et donc en fait, dans X années, moi je me serais juste, entre guillemets, enrichi de 240 000 euros, parce que j'aurais remboursé ce capital. Mais à l'heure actuelle, en fait, j'ai un bien qui vaut 240 000 euros, même si je le dois à la banque, en fait, j'ai quand même un patrimoine de 240 000 euros. Et ça, c'est le principe du levier bancaire qui est vraiment énorme en France. Et en fait, la plupart des gens, ils comprennent pas que, comment dire, c'est quelque chose de positif, la dette bancaire, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, j'ai le cabinet, enfin ma société en tout cas a le cabinet, alors que si par exemple on n'avait pas cette capacité de s'endetter, ça veut dire qu'il aurait fallu que je travaille pendant 20 ans, là, admettons, à mettre 240 000 euros de côté pour ensuite construire le cabinet et l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, en fait, je vais avoir le cabinet dès le début. Donc en fait, je me suis enrichi de 240 000 euros, entre guillemets, même si il y a un remboursement de capital à faire. C'est vraiment ça le principe du levier bancaire. Et c'est quelque chose bah, qui est hyper important, parce que si on ne le comprend pas, en fait, on ne comprend pas l'intérêt de l'investissement immobilier, ou en tout cas, on passe à côté d'un levier d'enrichissement qui est l'investissement immobilier par rapport à ça, en fait.
Donc voilà, ça c'était pour le projet initial, donc de 0 à 100 000 euros. Je vous ai dit dans l'introduction qu'on va également parler d'un deuxième projet, là, donc on est en train de réaliser actuellement. Donc voilà, je vous ai dit que je vous en parlerai, donc je vais vous en parler. Je bois simplement une petite gorgée d'eau et on attaque. Désolé pour les bruits comme d'hab. Donc deuxième projet, rénovation d'un immeuble, je vous ai dit. Alors immeuble, là, ça veut tout et rien dire, hein. En gros, on a un immeuble à partir du moment où il y a deux lots différents, je crois. Donc là, pour le deuxième projet, donc on a signé le compromis en septembre de mémoire. En fait, moi j'ai passé l'été de mon installation kiné à faire des visites. Et en fait, plein de visites, ça m'a permis de faire ce qu'on appelle le réseau, là, de prendre contact avec les agents immobiliers, etc. Parce que moi je suis pas du tout de la ville dans laquelle j'habite de base, hein. Donc il fallait vraiment créer son réseau. Donc j'ai fait des visites, des visites, des visites. Alors au début, franchement, c'est des visites un peu moisies, hein, parce que les agents immobiliers, déjà, vous avez qu'un appel téléphonique pour expliquer un petit peu votre profil. Et en fait, les agents immobiliers, ils en voient plein des gens qui veulent investir, etc. Et ils ne voient pas que des bons investisseurs. Donc en fait, ils vont essayer de vous refourguer un peu les biens qu'ils n'arrivent pas à vendre au début. Donc voilà, des visites, franchement. Donc à chaque fois, moi, j'explique aux agents immobiliers pourquoi je ne me positionne pas, la rentabilité qui est pas bonne, etc. Enfin, voilà, il faut vraiment paraître très professionnel pour qu'ils vous prennent au sérieux. Et donc cet immeuble m'a été amené sans que je demande. C'est là où il faut. Enfin, moi, je crois vraiment dans le principe de. Comment ça s'appelle déjà? En gros, c'est donner pour recevoir, c'est un nom, je ne sais plus exactement. Principe de redevance, voilà ça. Principe de redevance, c'est-à-dire qu'en fait, on donne, on donne, on donne. Donc là, en l'occurrence, je donne mon temps, parce que je fais des visites, je crée du contact avec les agents immobiliers et tout. Donc je donne mon temps, et à la fin, bah, en fait, on me le rend. Et quand on me le rend, donc c'est cet immeuble qu'on m'a amené sans que je le demande, en fait, c'est l'agent immobilier qui m'a appelé. Et donc c'est le fameux bien offshore que tout le monde veut. Donc offshore, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que c'est le bien, il n'est pas encore disponible sur le marché. Il n'est pas publié sur le Bon Coin, grosso modo. Et donc on m'appelle, on me dit, bah voilà, j'ai un bien là qui va rentrer, est-ce que tu veux le visiter avant les autres? Parce que je sais que tu cherches, on t'a pas proposé en gros pour l'instant des biens intéressants, mais là je pense que ça peut être intéressant, donc on y va. Donc voilà ce qui s'est passé. Euh, oui, autre chose que je voulais dire quand même, c'est que quand on fait des visites et tout, il faut tout de suite se positionner en tant que professionnel de l'immobilier. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre un agent immobilier là, pour la première fois, je lui dis toujours, donc bonjour, voilà, je suis monsieur Loïc, je suis kiné et investisseur immobilier. C'est important de poser les mots parce que tout de suite, dans l'état d'esprit de la personne, elle considère qu'en gros, on a une approche de l'immobilier professionnelle. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, la deuxième leçon que je voulais vous donner aujourd'hui par rapport à l'immobilier, c'est que l'immobilier, c'est de l'humain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'échanger. Je reviens sur la visite donc, de cette semaine-là, le bien qui n'était pas intéressant, prix beaucoup trop élevé, etc. Je l'ai dit avec franchise donc, et respect à l'agent immobilière, je lui ai dit, hein, donc, en calculant les rentabilités, etc. Elle m'a tout de suite dit que le vendeur, s'il changeait de position, qu'il baissait le prix, etc., elle revenait vers moi. Donc potentiellement, voilà, déjà, en fait, moi j'ai déjà eu la visite offshore, celui-là, parce que bon, j'ai fait un peu l'effort, j'ai été faire une visite, oui ça je ne vous l'ai pas dit, j'ai fait une autre visite avec cet agent immobilier la semaine d'avant, je crois. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu le bien offshore. Bon là en l'occurrence il est trop cher et tout, c'est pas intéressant. Elle m'a dit qu'elle revenait vers moi, donc si le vendeur acceptait de descendre le prix. Là, elle m'a envoyé un message hier, elle m'a dit que voilà, pour l'instant il n'acceptait pas, donc, mais qu'elle gardait mes contacts. Et en plus, derrière, elle m'a direct parlé d'un autre bien qui est en succession, qui sera disponible dans plusieurs mois, voire années, c'est-à-dire 1 ou 2 ans. Et en gros, voilà, elle m'a dit que ça pouvait vraiment être une pépite, mais que c'était un gros projet, 300 mètres carrés, les plateaux, et je crois qu'il y en a deux de mémoire, donc en gros, voilà, un énorme projet. Et en fait, bah, voilà, moi comme ça je me le note et je me mets un rappel, par exemple dans 1 an, dans 6 mois, dans je sais pas quoi, 18 mois, peu importe. Là je crois que je l'ai mis dans une dizaine de mois.
Et en fait, eh ben, après, je vais la rappeler, je vais prendre de ses nouvelles, et puis voilà, je vais lui dire, bah, vous m'avez parlé de ça, est-ce qu'il est disponible? Voilà. Il faut vraiment rester dans l'échange, en fait, et les agents immobiliers, vraiment comment dire, bah, prendre de temps en temps de leurs nouvelles, simplement leur demander s'ils ont d'autres biens, etc. Et après, si même il y a un agent immobilier avec qui vous faites souvent affaire, etc., bah, n'hésitez pas à, je sais pas quoi, lui offrir un café ou l'inviter au restaurant une fois dans l'année. Enfin, vraiment voilà, pour garder le côté humain et le côté vraiment échange, sachant que c'est du gagnant-gagnant. Comment dire, l'agent immobilier, il est de votre côté, hein, c'est lui qui négocie, etc. C'est vraiment hyper important, tout comme le banquier, c'est le même principe. Bon, je parle beaucoup, mais revenons sur le deuxième projet. Donc le deuxième projet, c'est un immeuble de rapport de 3 lots. Donc voilà, pas un très gros projet. Le premier lot, c'est un rez-de-chaussée de 50 mètres carrés qui est loué 400 euros au rez-de-chaussée, donc je l'ai dit. Et donc en fait, c'est une passoire thermique, des PEG. Enfin voilà, c'est un bailleur social, donc il y a un bail de 3 ans, je crois. Mais théoriquement, si le locataire part, on ne peut plus le louer à cause des dernières lois, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc je ne sais plus exactement c'est quelle année, mais en gros, tous les 3 ans, là, il va avoir des interdictions de louer sur les DPE. Là, en l'occurrence, depuis 2024 ou 25, je ne sais plus, 24 je crois. C'est le DPEG qui est interdit. Après, je crois que c'est 2028 ou c'est le DPE F, etc. Ça va augmenter. Je ne sais plus exactement les détails. Vous avez juste à marquer loi DPE sur Google et vous pouvez avoir les détails. Moi, dans tous les cas, quand je rénove, j'essaie de rénover vraiment avec des lettres très élevées, donc, enfin très élevées. En gros, je vise le B, le C maximum, donc pour pas être embêté. Donc voilà, en tout cas, il faut le garder à l'esprit. Donc là, voilà, j'ai 3 ans potentiellement, ou dans 3 ans, il faudra aussi rénover celui-là. Ensuite, premier étage, un lot de 35 mètres carrés, avec balcon, terrasse de 40 mètres carrés, qui lui n'est pas loué. Alors, passoire thermique, bien entendu, mais en plus, vraiment, enfin, il n'y a rien à garder dans cet appartement, quoi. Il faut le voir comme un plateau, quasiment. Tout était vraiment vieillot, pourri, tout ce qu'on veut. Et au deuxième étage, un lot de 25 mètres carrés, lui qui était loué à l'époque du compromis. Puis le locataire donc, est parti pendant le temps entre la signature du compromis et la signature de l'acte authentique de vente. Et des communs, donc parmi les communs, donc, il y a une grande cave qui n'est pas exploitable dans le sens où il n'y a pas de hauteur. Hein. On doit avoir 1,20 m de hauteur sous plafond, donc c'est 1,20 m, peut-être un peu plus, 1,50 m. Mais voilà, bon, ça peut être un espace de rangement, etc. Mais en tout cas, pas quelque chose de vraiment exploitable d'un point de vue immobilier. C'est plus un plus. En plus, voilà, mais c'est parce qu'en fait, il y a une zone, on n'est pas très loin, je crois, d'une zone un peu inondable. Donc en fait, le bien est légèrement surélevé. Puis comme ça, bah, le jour où il y a de l'eau, ça serait dans la cave, quoi. Donc pas trop gênant. Mais il y a également un petit grenier qui est collé donc à l'appart du deuxième étage. Et en fait, c'est ça, moi, qui a notamment motivé mon achat. Donc pourquoi? Bah, tout simplement, en gros, il y a à peu près 10 mètres carrés au sol de grenier, collé aux 25 mètres carrés. Donc si on raisonne comme ça fait 35 mètres carrés au sol. Parce que l'appart, il est pourri, hein. De toute façon, du haut, je ne l'ai pas dit, mais tout est à refaire aussi. Et en fait, en faisant ça, eh ben, je fais ce qu'on appelle une création de valeur. Moi, si je récupère 10 mètres carrés, en l'occurrence, c'est 8 mètres carrés, loi carré et 10 mètres carrés au sol. Donc 8 mètres carrés. Dans l'emplacement où j'ai acheté l'immeuble, c'est à peu près 2000 à 2500 euros le mètre carré. Donc, en gros, je crée 16 000 euros de valeur juste en exploitant cette surface. Entre 16 et 20 000 euros, on va dire. Donc, le prix d'achat à la base, il était à 129 000 euros. Donc, moi, j'ai bien négocié. Et je l'ai eu du coup à 104 000 euros avec frais de notaire, je ne sais plus exactement, on est autour de 7 000 euros à peu près, quelque chose comme ça. Je prévois environ 80 000 euros de travaux, donc grosso modo enveloppe globale 200 000 euros. 200 000 euros au niveau de la banque, donc j'ai réussi à avoir un prêt, alors je ne sais plus le taux, mais pour être tout à fait honnête, je m'en foutais un peu. Par contre, 7 000 euros d'apport.
Donc les gens qui disent qu'il faut 10% d'apport, faut que vous m'expliquiez, hein, parce que moi j'arrive quand même à faire moins. Alors je sais pas si j'arriverai tout le temps à faire ça, mais en tout cas là c'est véridique. 7 000 € d'apport. Et vous allez être choqués si je vous dis comment j'ai fait. Parce qu'en fait c'est très très simple, hein, mais pour avoir si peu d'apport, j'ai simplement demandé à mon banquier en fait. Et puis mon banquier m'a dit ok, 7 000 € c'était à peu près les frais de notaire. Il m'a dit ok. Donc j'ai eu un financement à 100% et j'ai juste mis les frais de notaire. Voilà. Et je sais pas quoi vous dire de plus, parce qu'en fait, comment dire, j'ai été voir même qu'une banque, hein, j'ai été voir que ma banque, parce qu'en fait, le projet, il était sûr qu'il passait, il m'a certifié, etc. Et alors, je conseille pas de le faire, parce qu'on ça serait pas passé, voilà, ça aurait pu être un peu juste niveau délai, etc. Moi, je pense que c'est quand même toujours mieux de faire à plusieurs banques. Là, j'étais, en l'occurrence, en train de m'installer aussi au niveau du cabinet, tout ça, donc j'ai pris un peu la facilité. Mais voilà, donc des fois, ça peut paraître bête, mais la meilleure astuce, c'est de simplement demander, et puis quand ça passe, tant mieux quoi. Donc voilà pour le projet rénovation. Je pense que cet épisode il a été suffisamment long. Donc là, on arrive à la fin, et ce que je vous propose, c'est que dans un autre épisode, on revienne plus sur le deuxième projet, plus en détail, et que je vous explique absolument tout, c'est-à-dire les travaux, la stratégie qu'on va mettre en place pour que le bien soit le plus rentable possible, le projet global en gros. Et avant de conclure, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Et j'aimerais que tu me dises, donc toi qui écoutes encore ce podcast après 53 minutes, dis-moi où tu en es dans ton parcours d'investisseur. Est-ce que tu as déjà investi en immobilier ou pas du tout? Quelle stratégie tu as réalisée? Parce que il y en a plein, ça peut être, je sais pas, un aller-retour en résidence principale, tu fais de la longue durée, de la courte durée. Raconte-moi un peu dans les commentaires, moi ça m'intéresse pour savoir un petit peu les gens qui m'écoutent, à quel niveau ils sont. Et également, pose ton like, euh, si tu es sur une plateforme d'écoute, mets-moi un avis 5 étoiles, et moi ça m'aiderait beaucoup pour la suite. Allez, on se revoit au prochain épisode. Ciao.